Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est là de retour sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je sais que hier, j'ai pas sorti de vidéo, hier et avant-hier. En ce moment-là, ce sont les demi-finales de Ligue des Champions. Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich et l'Atlético contre Arsenal. Voilà. Je crois que avant-hier, ou je sais pas, j'avais sorti une vidéo par rapport à Café Barça, par rapport, comment dirais-je, aux infos qui sortent de la Catalogne, qui viennent de la Catalogne, des infos mercato sur Alvarez, Bastoni et Cucurella. Donc, n'hésitez pas d'aller voir ma chaîne, d'aller suivre cette vidéo-là. Voilà. Je sais qu'à chaque vidéo, je dis de ne pas de, de ne pas de s'abonner et de liker la vidéo avant j'ai un but d'atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Donc encore une fois, je sais que je le répète à chaque vidéo, mais n'oubliez pas de vous abonner et de liker ma vidéo si vous aimez mon contenu. Donc on va continuer à faire des vidéos comme ça, des vidéos réactions. Comme vous le voyez ici sur la chaîne, on va faire des vidéos sur Café Barça, sur Loguito, sur Massian. Charel aussi, il y a d'autres, comment dirais-je, il y a d'autres youtubeurs barcelonais que je trouve très très intéressants, que je vais aussi faire des vidéos réactions par rapport à eux. Donc, ça sera seulement un dialogue. C'est comme un dialogue, genre, je vais commencer la vidéo et après, je vais, pendant la vidéo, je vais, comment dirais-je, donner mes réponses et dire, et donner mon opinion personnelle. Encore, donc, voilà, c'est ça le concept de la chaîne. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et de liker les vidéos et de les partager aussi si vous avez des, comment dirais-je, des amis, des membres de votre famille qui aiment le Barça, qui aiment le football en général. Donc, n'oubliez pas de partager les vidéos avec vos proches. Voilà, c'était ça l'intro. Donc, aujourd'hui, on va aller faire une vidéo réaction sur Martian. Martian qui a sorti une vidéo par rapport à notre niveau, le niveau du Barça et le niveau du gratin européen. Quand on parle du gratin européen, on parle évidemment du Bayern, du Paris Saint-Germain. On a suivi le match, les demi-finales. Allez, frère. Ça fait longtemps qu'on n'a pas suivi. Je ne vais pas dire que ça fait longtemps, parce que l'année passée aussi, les demi-finales, le Barça-Inter, ça a été très très intéressant, mais euh, le niveau footballistique de ces deux équipes-là, c'est incroyable, les gars. C'est fou, hein. Comparé à hier, je crois, le match Atlético-Arsenal, je suis allé sur YouTube pour voir les réactions. Je crois que c'est une personne qui a fait une vidéo par rapport à ce match-là. C'était les Outsiders. Que j'ai fait un shout-out. Yeah, c'est lui seulement qui a fait une vidéo par rapport à, parce que c'est un supporter d'Arsenal, mais à part ça, j'ai pas vu des youtubeurs faire beaucoup de réactions par rapport à ce match-là. C'était un match fermé, deux équipes défensives, c'était pas très intéressant. Donc, je vais pas vous prendre trop de votre temps. So, on va aller suivre cette vidéo. Y a-t-il vraiment un énorme gap entre le Barça et l'élite? Voilà. Voyons voir That's ce it. que Martial S is for saving hundreds with Liberty Mutual. It's time for the $9.99 Great Haircut Sale at Great Clips. Your chance to get a great haircut at a... Yeah, Martial, je le suis presque, ça fait 3 ans, 4 ans. Oui, j'aime son contenu, il est très pertinent. So, cette vidéo-là, il a sorti ça fait presque 30 minutes. Donc, on va... Bonjour les amis, j'espère que vous portez toutes et tous
Très bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. La vérité, cette vidéo-là, elle n'était pas prévue. Elle n'était pas prévue parce que j'étais là la dernière fois à répondre à vos questions sur Instagram. Et puis, de manière inopinée comme ça, une personne qui m'a posé une question sur le gap, la différence entre le Barça et les deux équipes là, le Paris Saint-Germain ainsi que le Bayern Munich, qui se sont affrontés avant-hier. Et puis, il y a eu le match entre l'Atlético Madrid et Arsenal hier. Je me suis dit, écoutez, je pense que ce serait une bonne idée, en fait, de revenir sur tout ça, sur les deux confrontations. Les 2 points de penalty, frère. Yeah, c'est fou. Hein? Yeah, je crois que les deux équipes, ils ont tous les deux eu des marqués sur penalty. Gyökeres et Julián Alvarez. Donc, il y a même eu aussi des polémiques d'arbitres sur d'autres penalties. Je sais pas. Pour être honnête, j'ai pas suivi le match. J'ai seulement vu un peu de. J'ai seulement vu un peu certaines occasions et sur Internet. J'ai même pas regardé le highlight sur YouTube. Donc, voilà. Entre hier et avant-hier, de faire une sorte de synthèse, de faire une sorte de comparaison, parce que bon, l'idée c'est de faire le parallèle avec le Barça, vous aurez compris. Ça aurait été bien aussi peut-être de faire un débrief de ces matchs-là. Peut-être qu'on fera les débriefs pour les matchs retour, on verra. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir un point de vue assez Barça pour savoir en fait est-ce qu'il y a un vrai gap entre le Barça et ces deux équipes-là. Et ma réponse, elle est claire, nette et précise. Je pense aujourd'hui que je suis pas non plus totalement amené par mes émotions, quoi que ce soit. J'ai pris assez de recul pour regarder tout ça. Je pense que le gap n'est pas énorme. Je pense même que le gap n'est pas si énorme que beaucoup pourraient le penser. Parce que, après l'élimination du Barça, après le match entre le Bayern et le Paris Saint-Germain, j'ai vu tellement d'avis sur les réseaux sociaux de supporters du Barça. Et moi, c'est ce qui me fait souvent le plus rire. Tu vois, lorsqu'il y a des matchs comme ça, où il y a des buts, il y a de belles actions, tu vois, des trucs comme ça. J'ai vu un supporter du Barça qui est venu sous un de mes posts avant-hier, là, lors du match Bayern-Paris Saint-Germain, pour dire « Ah, on n'est pas invité dans ça, nous, on est... » En fait, t'as l'impression qu'il y a des supporters du Barça, plus ils crachent sur leur propre club, plus ils se sentent rassurés, ou en tout cas, ils se sentent en sécurité. Je sais pas, ce besoin, il vient d'où? Est-ce que c'est une sorte d'autoflagellation pour que tu aies la sympathie des autres communautés? Regarde, sinon les autres vont se... C'est ça, hein, c'est ça. Hein. Tu as tout dit, hein. C'est ça. Ils essaient de se convaincre eux-mêmes que notre équipe, peut-être, tu vois, on n'est pas très fort pour qu'il ne soit pas vanné sur les réseaux ou par je sais pas, par leurs amis ou quelque chose comme ça. C'est ça. Hein. De moi. Mais je sais pas, c'est une tendance qui revient de plus en plus. Tu vois des supporters du Barça et à la moindre petite chose, ils ont le premier réflexe de taper d'abord et avant tout sur leur club. Je sais pas si c'est parce qu'ils pensent être trop durs, donc c'est pour le bien du club, mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont dans l'excès. Parce que ressortir après le match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern pour dire que le Barça n'est pas invité là, dans ces sphères-là, je pense que c'est se mettre totalement le doigt dans l'œil. Parce que si tu es un minimum objectif, supporter du Barça ou pas supporter du Barça, tu regardes ça, tu te dis en fait que, en vrai, est-ce qu'on n'a pas fait un faux procès d'intention en fait à Hansi Flick? Alors, je m'explique. On a beaucoup parlé de la ligne haute de Hansi Flick, on a beaucoup critiqué sa ligne haute. Moi, j'ai été totalement découragé par la ligne haute au bout d'un moment dans la saison, notamment après le match aller de la Coupe du Roi face à l'Atlético Madrid, où malgré le fait que ça ne marchait pas, Flick s'obstinait. Il y a eu plein d'autres matchs aussi où cette ligne haute-là a coûté très cher au Barça. Et j'ai vraiment eu des doutes. J'ai eu beaucoup de doutes, je vous mens pas, que jusqu'en fin de saison-là, j'avais des doutes par rapport à cette ligne haute de Flick. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus nuancé lorsque je regarde ce choc entre le Bayern et le Paris Saint-Germain. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux en Europe. Ce sont les deux meilleures équipes du monde. Moi, je continue à croire, je continue à le dire, à penser qu'aujourd'hui, dans le top 4, avec Arsenal et le Barça, vous pouvez échanger les deux comme vous voulez, mais pour moi, le Barça est dans le top 4, minimum. Du coup, je regarde donc ce choc entre le Bayern et le Paris Saint-Germain, et ce qui frappe aux yeux, déjà, direct après le match, c'est le double standard dans l'opinion publique. Que ce soit les chroniqueurs, les gens qui regardent, les supporters, tout le monde, les tweetos, les gens sur les réseaux partout, Facebook. La première chose qui ressort, c'est on a assisté peut-être au plus grand match de l'histoire du football. On a pris notre pied, sacré match. Oh, c'est incroyable.
Content creators, imagine if you could skip hours of editing. With Canva, you can. No more heavy. Quand c'est le Barça, c'est regardez le Barça. Si le Barça était, je veux dire, à la place, supposons, du Bayern ou à la place même du Paris Saint-Germain après avoir gagné, tu aurais vu en fait plein de critiques. La saison dernière, c'est à ça qu'on a assisté durant toute la saison. À chaque fois que le Barça gagnait des matchs où il y avait pas mal de buts, toute la saison, c'était des critiques sur la défense du Barça. Oui, mais avec cette défense. Oh, God. Tu vois, l'exemple ici, c'est... on connaît, tu vois, cette anecdote-là. Comment dirais-je, les femmes qui travaillent sur le même endroit, vous travaillez dans le même lieu de travail. Et quand tu essaies de parler avec cette même fille-là, tu essaies de prendre son numéro, quelque chose comme ça, l'inviter à sortir ou quelque chose comme ça, elle te dit que, oh, moi, je suis strong et independent. Et moi, comment dirais-je, et moi, le gars qui travaille là-bas avec toi, je suis un broadcast. Broadcast means like, ça veut dire que, comment dirais-je, que j'ai pas d'argent. Genre broke, genre je suis fauché, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça. L'exemple est parfait. So, comme Martian l'a dit, nous, les Barcelonais, on fait quelque chose de bon, de mauvais. C'est toujours des critiques. C'est toujours, oh non, notre équipe est en dessous, la ligne haute. Tout ça, alors que si les autres équipes le font, tu vois, Paris Saint-Germain, Bayern, oh, ce sont des génies, leur coach, c'est un génie, comment dirais-je, Luis Enrique et compagnie font partie des meilleurs coachs. Frère, moi personnellement, je suis plus comment dirais-je, beaucoup attention aux autres supporters. J'aime rester entre nous. Et si je vois des commentaires que je ne suis pas d'accord, je vais répondre personnellement. Mais pour écouter les autres opinions, je prête pas attention pour personnellement. Défense-là, ils pourront rien faire. Oui, mais avec ces défenses-là, ils pourront rien faire. Il y a déjà, il n'y a pas beaucoup d'analyse sur comment le Barça a encaissé ses buts. Parce que beaucoup pensaient que c'est uniquement parce qu'ils avaient des défenseurs qui n'étaient pas au niveau. Au début, c'était ça l'explication. C'était de dire, oui, Koubarsi, pas au niveau. Même Inigo, au début, beaucoup de gens doutaient de lui. Après, ça a été la ligne haute. C'est à cause de cette ligne haute qu'ils encaissent beaucoup de buts. Mais en fait, peut-être que le Barça encaisse beaucoup de buts, mais pas autant que beaucoup pensent. Parce que tu regardes justement la saison dernière, le Barça avait encaissé malgré tout moins de buts que le Real en Liga. Donc oui, tu encaisses, je pense que c'est plus la manière à laquelle tu encaisses les buts qui est un peu questionable, parce que là, tu arrives en fait à voir des équipes qui se procurent des occasions assez facilement et se présentent devant ton gardien, même si toi, en contrepartie, tu en as 50 fois plus, mais c'est plus la facilité en fait pour les adversaires du Barça de se procurer des occasions. C'est ça, je pense, qui peut, entre guillemets, tiquer l'opinion publique. Mais pour le reste, je trouve en fait qu'il y a une vraie hypocrisie en fait lorsqu'il s'agit de la défense du Barça, lorsqu'il s'agit de la manière de défendre du Barça, comparé au Paris Saint-Germain et au Bayern. Maintenant, quand on doit faire un parallèle beaucoup plus poussé, je pense en fait que le Barça est beaucoup plus proche, est beaucoup plus similaire, pas proche, beaucoup plus similaire en fait au jeu du Bayern de compagnie qu'au jeu de Luis Enrique. Pourtant, les deux équipes, le Bayern et le Paris Saint-Germain, vous regardez, vous dites « Ah, ces deux équipes qui peuvent être similaires, ça joue haut », mais je trouve qu'il y a pas mal de différences. Pas mal de différences. J'ai regardé le match, malgré la victoire du Paris Saint-Germain, moi j'estime que le Bayern aura été la meilleure équipe. Ils ont eu plus de maîtrise, ils étaient quand même au Parc des Princes et le PSG n'a procédé quasiment qu'en contre pour marquer tous leurs buts d'ailleurs. Ils ont profité des espaces laissés par la défense du Bayern derrière. Le PSG aussi s'est fait avoir dans certains aspects défensifs, notamment dans les petits espaces, le but de Olysée, là, incroyable, sur coup de pied arrêté, mais il n'y a pas forcément beaucoup de buts où tu te dis le Paris Saint-Germain a laissé énormément d'espace derrière. C'est le but par exemple de Luis Diaz, c'est une inspiration de fou, il part à la limite comme ça, malgré tout tu as Marquinhos qui est sur lui, c'est pas un face à face. Donc
ces deux équipes ont quand même une grande force offensive et beaucoup justement ont essayé de justifier ça par le fait que s'ils ont encaissé 5 et 4 buts, c'est uniquement parce que les attaquants étaient forts. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que malgré justement le fait que Upamecano d'un côté, Pacho de l'autre, qu'ils aient des individualités au poste de latéral pour le Paris Saint-Germain, Hakimi, Nuno Mendes, beaucoup plus fortes par exemple que le Barça. Mais moi, je pense que par exemple le but que le Bayern encaisse sur l'égalisation, le premier but là, le 1-1, le Barça s'est mangé combien de fois le même type de but avec la ligne haute comme ça qui se fait transpercer et puis Gvara qui se retrouve en 1v1 quasiment dans la surface et le petit chimie comme ça se retrouve et il ajuste Neuer, pardon. Donc, il y a plein de buts quand même où tu te dis, ok, c'est vrai que l'attaque, ils ont bien joué le coup, mais les espaces, surtout le Bayern, il y avait beaucoup d'espace dans le dos des défenseurs du Bayern. Et je suis désolé, on voit pratiquement les mêmes styles de buts en fait que le Barça encaisse. Et c'est pas parce que c'est uniquement le PSG ou le Bayern en face, ou en tout cas le niveau de l'adversaire, parce que le Bayern, il se mange combien de buts déjà aussi face au Real Madrid? Il se mange pas mal de buts face au Real Madrid. Il se mange aussi des buts en championnat régulièrement. Ils étaient obligés de faire des remontadas à chaque fois durant les 2-3 dernières journées. Bon, vous me direz qu'ils ont gagné la Bundesliga, donc ils ont moins de pression, ou en tout cas, ils ont aligné des équipes B, mais le Bayern, même en Bundesliga, ça encaisse pas mal. Donc, ce double standard-là, je pense que même nous, peut-être qu'on est un peu biaisé, on est un peu frustré lorsqu'on voit en fait le Barça encaisser beaucoup trop de buts. Moi, je regarde tout ça, je me dis, j'aimerais bien en fait voir un Barça beaucoup plus équilibré. Maintenant, c'est quoi l'équilibre? Si moi, vous me posez la question, je vous dirais que je préfère être équilibré comme une équipe de Luis Enrique. Okay. Encore mieux, je préfère être équilibré comme une équipe de l'Espagne. Parce que pour moi, Luis Enrique, certes, il a fait reculer son bloc à certains moments du match pour procéder en contre. Il l'avait déjà aussi fait, pour ceux qui se rappellent, en 2015, lorsqu'il gagne la Ligue des Champions avec le Barça. Je pense qu'il a la formule dans les matchs coup près comme ça pour réussir à gagner. Parce que en Ligue des Champions, c'est une compétition de momentum, on le sait. Lorsque tu vois le Paris Saint-Germain procéder en contre comme ça pour piquer, ils savent que le Bayern va venir la chercher, ils vont pas abandonner, ben c'est parce qu'ils savent, ils ont étudié leur adversaire. Le Bayern, il n'y a pas de calcul. Eux, que tu es marqué ou que tu n'es pas marqué, ils vont aller t'agresser très haut. Ils vont pas changer. Le Bayern me rappelle encore une fois beaucoup le Barça. Du coup, l'équilibre, c'est quoi? L'équilibre parfait, c'est la Rora. J'estime que l'Espagne a une maîtrise tellement incroyable. En fait, peu importe l'adversaire, ils seront jamais en fait dans un jeu de ping-pong où ça va aller d'un camp à l'autre. Ou après, vous me direz peut-être qu'il n'y a pas l'équivalent du Paris Saint-Germain ou du Bayern en sélection nationale. Donc c'est peut-être pourquoi on pense que l'Espagne est aussi dominante. C'est possible, on ne sait pas. Mais la réalité, c'est que l'équilibre, c'est un peu peut-être subjectif. Mais quand tu regardes le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, ben, tu as l'impression en fait que les deux équipes pourraient encaisser à n'importe quel moment. Moi, je dirais plus le Bayern que le PSG, et ça a même été le cas sur le tableau d'affichage. Parce que le Paris Saint-Germain, malgré les buts qu'ils encaissent, c'est pas non plus des buts où tu as 50 mètres, le joueur il est en avance à chaque fois. Ils encaissent sur un corner, non pas un corner, un coup de pied arrêté, pardon. Ils encaissent sur une action de génie de Olysée dans de petits espaces, et c'était quand même assez compact malgré ce but-là. Ils encaissent sur un but de génie aussi de Luis Diaz lorsqu'il est en 1v1 avec Marquinhos. Il y a un péno. Vous voyez, donc c'est pas les mêmes buts que le Bayern encaisse, par exemple. Le Bayern, pour le coup, ils encaissent des buts typés Barça. Et à la fin du match, il y a une déclaration, en fait, de Compagnie qui m'a ouvert les yeux quelque part. J'avais pas vu ça comme ça, honnêtement. Parce que moi, je vous avais dit que cette ligne haute de flic, elle me dérangeait. Je vous disais vers la fin que je comprenais mieux pourquoi est-ce qu'il l'utilisait, parce qu'il veut, en fait, son Barça dominant, parce qu'il estime que c'est la meilleure façon, en fait, de battre les équipes. Compagnie, il a dit après le match, le journaliste lui a posé la question, ouais, aujourd'hui il y avait beaucoup de buts, c'était un match de chaos, est-ce que vous estimez que vous avez fait un bon match? Est-ce que vous êtes satisfait malgré le fait d'être venu à un but pour le match retour? Est-ce que ça sera différent? Est-ce que vous serez un peu plus conservateur? Et Compagnie, il a limite un peu souri, il lui a dit, face à des équipes comme le Paris Saint-Germain, des joueurs comme les leurs, face à des équipes comme nous, le Bayern Munich, il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu peux pas jouer au milieu ou en tout cas jouer un semi-bloc défensif. Non, c'est soit tu attaques à fond, à 100% comme ils l'ont fait, soit tu défends à fond, à 100% comme pourraient le faire des équipes comme Arsenal ou l'Atlético Madrid. Et eux, ils ont décidé en fait d'attaquer à fond.
Et donc, le journaliste lui dit, est-ce que vous allez donc être un peu plus conservateur pour le match retour? Il a répondu tout simplement qu'ils vont attaquer 2 fois plus, qu'ils vont faire encore plus que ce qu'ils ont fait. En gros, ils vont prendre encore plus de risques qu'après ce match aller-là. Ça fait. Les gars, encore une fois, moi je comprends comment dirais-je, la tactique de Hansi Flick. Hansi Flick, le seul problème, c'est qu'en ce moment-là, il n'a pas les joueurs pour jouer ce système-là. Tu vois, il n'a pas les joueurs pour l'attaque. Et même l'attaque, c'est plus, a plus d'impact que la défense. Tu vois, Hansi Flick, il est là pour limiter la casse défensivement, avoir de très bons défenseurs. Il sait qu'il va encaisser, mais au lieu d'encaisser 3 buts, tu vas encaisser un seul but. Tu vas encaisser peut-être 2 buts. Mais quand tu marques, tu vas marquer 5-6 buts. L'année passée, c'était la même chose. Quand Inigo était là. Inigo, c'était le meilleur défenseur de la Liga. On a encaissé 1 but, 2 buts maximum. Quand on a enlevé Inigo, l'équipe a pris un coup. Tu comprends? Maintenant, la différence, comme Massian le dit dans sa vidéo, la différence entre le Bayern et l'équipe d'Hansi Flick, c'est que le Bayern, ils ont Harry Kane, ils ont Olise et ils ont Luis Diaz. Tous les deux, en ce moment-là, ils sont dans leur prime. Peut-être Harry Kane, il est en fin de son prime parce que... mais jusqu'à présent, attaquant qui marque plus de 50 buts, tu ne peux pas dire qu'il est à la fin de son prime. Il est peut-être dans son prime et il tend vers la fin. Mais Olise, Luis Diaz, ce sont des attaquants, ce sont des, ailiers virevoltants, dribbleurs qui font des différences. Frère, au Barça, t'as qui? T'as Lamine Yamal. Tu as aussi Rafinha, mais Rafinha s'est blessé presque toute la saison. Tu vois, il n'a même pas joué plus de 30 matchs. Il s'est blessé, c'est blessure sur blessure. Tu as ramené qui? Rashford qui ne peut même pas finir contre l'Atlético 2 fois. C'est lui qui nous plombe. Frère, tu peux pas rivaliser, tu vois. Tu as Harry Kane à Bayern Munich. Une demi-occasion, c'est ses buts. On se souvient du match contre le Real Madrid, quand Olise, à la début de deuxième mi-temps, Olise, il dribble une fois et il donne le ballon en dehors de la surface. C'est frappe cadrée et but. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, des attaquants comme Harry Kane n'ont pas besoin de 3-4 occasions. Frère, en attaque, t'as qui? T'as Lewandowski, t'as Ferran Torres. Ils ont besoin de 5 occasions pour marquer un but. Frère, tu ne peux pas t'en sortir comme ça. Tu ne peux pas t'en sortir, c'est impossible. Comme j'ai dit, deuxième mi-temps, Bayern, Real Madrid, Olise, il dribble le latéral, il donne à Harry Kane en dehors de la surface, frappe lointain, petit filet, but, 2 buts, je crois, c'était 2-1, quelque chose comme ça. Frère, tu vois, 2-0, je crois. Et tu ne peux pas t'en sortir si tu as seulement Lamine Yamal. Et si tu regardes, j'ai vu beaucoup de Barcelonais en faire qui ont fait des analyses pertinentes. Regarde Olise. Olise, pendant tout le match contre le Paris Saint-Germain, c'est 1 vs 1. Tu vois, même contre Madrid, c'est 1 vs 1. Ils n'ont pas mis 2 jours, 3 jours sur Lamine Yamal. Sur Olise. Cette saison-là, toute l'année, Lamine Yamal a eu minimum 2 jours sur lui. Tu vois, et 2 jours, il passait. Tu vois, il y a un moment, contre l'Atlético, ils ont mis 3-4 jours sur lui. Frère, tu ne peux pas t'en sortir. Si tu as Rafinha blessé, 3 jours sur Lamine Yamal, Lewandowski, Ferran Torres qui ont besoin de 50 occasions pour marquer. Tu ne peux pas t'en sortir. Donc, je comprends parfaitement ce que Massian dit. Et moi, je n'ai jamais changé mon point de vue que c'est ça, comment dirais-je, la solution. Moi, je n'ai jamais dit que Hansi Flick doit changer sa façon de jouer. C'est ça qui t'a amené en demi-finale l'année passée. Donc, tu ne peux pas changer quelque chose qui marche. Je ne veux pas changer ça. Tu vois? Donc, c'est ça. Vous vous rendez compte un peu? Ça, c'est pas, encore une fois, Kompany, il dit pas ça pour, en gros, minimiser l'aspect défensif. C'est parce qu'il est vraiment persuadé que pour battre, pour vraiment contenir, pour faire face, regarder droit dans les yeux une équipe comme le Paris Saint-Germain, mais c'est la seule manière. Tu dois aller les agresser.
Et honnêtement, je pense encore une fois qu'ils ont manqué de réussite. Parce que tu regardes l'expected goals, ils ont plus d'expected goals que le Paris Saint-Germain. Je l'ai dit, ils ont plus dominé, ils ont eu plus la maîtrise du ballon, pourtant ils étaient à l'extérieur. Donc, est-ce que pour autant, il doit se remettre en question et tout chambouler comme nous, les supporters du Barça, on le voulait avec Hansi Flick? Je ne pense pas. Moi, je pense que même le Bayern, s'il continue comme ça à jouer de la même manière au retour, il y a de grandes chances, en fait, que pour le coup, que la réussite tombe de leur côté et qu'ils gagnent ce match-là. Du coup, lorsque je fais le parallèle avec le Barça, cette ligne haute-là, cette manière d'aller agresser assez haut et faire un pressing vraiment étouffant pour les adversaires, il nous a tellement apporté de positif, en fait, qu'on on focalise beaucoup plus sur le négatif, encore une fois, parce qu'on encaisse des buts. J'ai dit, l'idéal serait évidemment d'arriver à un équilibre parfait, ce qui est difficile, déjà. Le problème, c'est qu'il y a une grande partie du système du Barça qui est défaillante déjà au niveau du pressing. Parce que si tu dois jouer cette ligne haute-là, plein de matchs durant cette saison-là, notre pressing a été défaillant. Et là, tu fais le parallèle direct avec le Bayern Munich. Je vais plus me focaliser sur le Bayern parce qu'encore une fois, j'estime que le Barça est beaucoup plus similaire au Bayern qu'au PSG. Du coup, tu fais le parallèle avec le Barça. Je suis désolé, les deux équipes, le Bayern et le Barça, ne pressent pas de la même manière. Nous, on a nos latéraux qui vont chercher les latéraux adverses lorsqu'ils reçoivent le ballon. Du coup, si tu as un latéral comme Nuno Mendes, explosif, capable de dribbler dans le 1 contre 1, il élimine un Koundé par exemple, c'est fini, t'es mort, t'es exposé derrière. Le Bayern, ce sont les attaquants, les ailiers qui vont exercer le pressing par exemple sur les latéraux. Et puis les milieux, et puis ainsi de suite. Ça va même faire du 1 pour 1, du marquage individuel un peu partout sur la pelouse. Mais pas en fait les latéraux qui montent et laisser en fait parfois les centraux totalement libres comme ça, en tout cas un 1v1 ou un 1v2 contre les attaquants du Paris Saint-Germain. C'est arrivé lorsqu'il y avait un contre-pressing ou qu'ils avaient raté par exemple une passe et qu'il y avait des espaces dans leur dos. Mais dans le pressing, lorsqu'ils n'ont pas le ballon, le Barça, c'est très différent du Bayern. Et je trouve que malgré le pressing agressif du Paris Saint-Germain, dans les sorties de balles, le Bayern était meilleur. Ils n'avaient pas peur. Ils avaient des joueurs qui sont capables de sortir le ballon de derrière. Là-dessus, les latéraux font une énorme différence. Stanisic et Davies de l'autre côté. Davies a été sorti à la mi-temps, mais ils ont pas peur. Même les centraux du Bayern, Upamecano, ils sont tellement à l'aise en fait dans les sorties de balles. C'est la raison pour laquelle beaucoup critiquent par exemple une potentielle arrivée de Bastoni. Ils disent oui, peut-être que Bastoni, c'est pas le défenseur rapide, le plus rapide de l'histoire ou quoi que ce soit. Vous pensez que Jonathan Tah est rapide? Jonathan Tah se déplace comme un caterpillar. Il est tellement lent, la motricité de ce mec-là, il est tellement lourd. Regardez comment il est à l'aise en fait lorsqu'il y a les sorties de balles, il ne panique jamais. Balle au pied, dites-vous qu'un Bastoni, c'est 50 fois au-dessus lorsqu'il doit sortir les ballons. Il n'a pas peur de monter avec la balle, de comprendre. En fait, c'est ça qui me choque le plus chez les joueurs du Bayern, c'est leur QI football. Que ça soit de la défense à l'attaque, t'as des joueurs qui ont un QI football de fou en fait. Donc, il se procure assez facilement des occasions. Quand tu vois Harry Kane qui descend et Luis Diaz qui se déplace d'un côté ou de l'autre, tu vois Olysée. En fait, il y a trop de joueurs qui ont un QI foot au-dessus de la moyenne. On en a aussi au Barça. Mais je suis désolé. Je fais le parallèle avec nos latéraux, par exemple. Koundé, Baldé, titulaire, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. C'est pour ça que je vous dis en fait que peut-être que les latéraux, c'est quelque chose qu'il va falloir urgemment changer durant ce mercato. Si tu veux être en tout cas compétitif au plus haut niveau en Ligue des Champions. Donc tu as les latéraux, tu as les centraux qui sont à l'aise. Koubarsi, Bastoni, je pense que ça serait incroyable, une paire incroyable par rapport à ça. Même Gérard Martin, on le voit qu'il est à l'aise dans les sorties de balles. Ça aussi, il faut le mentionner. Et puis derrière, tu vois en fait que cette ligne... Et c'est ça qui nous sauve pour la deuxième partie de saison. C'est le fait que, comment dirais-je, Koubarsi et Gérard Martin, il est confortable, pas du niveau de Koubarsi, mais il est un peu confortable à faire des sorties de balles, tu vois, comparé à Araujo, comparé à, je sais pas, qui joue en défenseur central. Donc, on n'a pas beaucoup de défenseurs centrales qui sont confortables à sortir les ballons. Tu vois, on n'en a pas beaucoup. Tu vois, on avait Inigo, il est parti. On a Christensen. Christensen, il est sur 365 jours de l'année. Il est blessé 355 jours. Il est disponible seulement 10 jours. Tu peux pas t'en sortir à ce niveau-là. Donc, haute du Bayern, en fait, c'est elle qui leur a permis d'avoir une telle maîtrise face au Paris Saint-Germain. Alors, ça peut être fou dit comme ça, parce que vous allez me dire, ils ont quand même pris 5 buts.
Malgré les 5 buts, encore une fois, je trouve qu'ils ont maîtrisé. Ils ont plus maîtrisé le PSG que le contraire. Donc, est-ce que c'est uniquement avec la ligne haute? Non. Ils ont un pressing, encore une fois, cohérent. Donc, le Barça doit s'améliorer dans son pressing. Est-ce qu'il faut changer la structure de pressing? Je ne sais pas. Je ne pense pas que Flick va la changer parce que c'est comme ça qu'il a toujours fait. Mais dans ce cas, en fait, il faut avoir de meilleures individualités. On parlera tout à l'heure du mercato ou en tout cas des choix à faire justement pour améliorer tout ça. Parce que si tu veux instaurer un style de jeu similaire, ben, tu as besoin en fait de meilleures individualités à certains postes. Tu peux pas en fait aller chercher un latéral explosif comme ça, un contre un, lors des sorties de balle au niveau du pressing, avec Koundé par exemple, qui va chercher un Nuno Mendes, un Alphonso Davies. Ça pourra pas le faire. Donc, il y a le style de pressing, mais il y a également en fait ce piège du hors-jeu que le Bayern n'exécute eux quasiment jamais. Certes, ils sont hauts. Regardez ici, ils sont à 1-0, ils sont hauts. Mais les défenseurs, ils sont alertes. Ils sont là en train de regarder les attaquants du Paris Saint-Germain. Ils essaient de les suivre à chaque fois qu'il y a un ballon en profondeur. Ils vont jamais, en fait, aller dans le sens contraire. Et au Barça, on l'a vu beaucoup trop souvent. Beaucoup trop souvent. Et ça, c'est différent depuis quelques mois, quelques semaines. Flick s'est réajusté par rapport à ça. On a vu Frenkie de Jong le faire de plus en plus avant qu'il se blesse. Et les autres défenseurs aussi. On voit les défenseurs du Barça qui suivent ceux qui font les appels. Il n'y a plus, en fait, ce truc systématique de toujours essayer d'aller dans le sens contraire. Mais ça nous a plombé une grande partie de notre saison, la vérité. Tu voyais que les joueurs du Barça allaient jouer la ligne du hors-jeu dans le camp adverse, par réflexe. Et encore aujourd'hui, il y a ces restes-là, des réflexes. Parce que pendant 1 an et demi, 2 ans, tu as joué comme ça, tu étais habitué à jouer le hors-jeu. Première saison, ça a marché, tu as surpris beaucoup de monde. Mais deuxième saison, les joueurs, en tout cas, première partie de saison, c'était ridicule au bout d'un moment. C'était tellement caricatural. Tu avais des équipes comme le FC Séville qui ont compris notre piège du hors-jeu, qui nous ont roulé dessus là-bas, 4-1. Le Celta Vigo, c'est une des équipes qui a le plus compris notre piège du hors-jeu. Le Rayo, j'en parle pas. Il y a pas mal d'équipes en Liga qui ont vraiment cerné notre piège du hors-jeu. Du coup, Flick s'est réajusté par rapport à ça là récemment, deuxième partie de saison, même s'il y a encore des restes. On le voit que les joueurs ont ces réflexes-là. Certes, parfois ils ont ces réflexes. Eh ben ouais, ça je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir améliorer. Tu peux continuer à jouer haut, avoir la ligne haute, mais pas en fait jouer haut et jouer aussi le hors-jeu. Ça c'est suicidaire. Pour moi, ça restera toujours suicidaire. La vérité, là on parle du Bayern, de ce qu'on peut piocher du Bayern, mais on peut aussi parler du Paris Saint-Germain. Lucho, son équipe, ils jouent haut, ils veulent jouer haut, mais derrière, tu vois que lorsqu'ils sont au score, ils mènent au score, ils vont pas reculer systématiquement. Hein. Tu vois là, par exemple, le Paris Saint-Germain, on est à quoi? On est à 5-4. Les gars, ils viennent de se faire remonter 2 buts dans l'espace de quelques minutes, et regardez où est-ce que leur ligne défensive elle est. With Base 44, a simple sentence becomes your website. Ils veulent aller chercher le Bayern Munich très haut parce que, exactement comme compagnie, ils savent qu'il n'y a pas de demi-mesure en fait, il n'y a pas d'entre-deux pour une équipe comme le Bayern Munich. Si tu vas pas aller chercher haut, ils vont te faire mal. Si tu t'attends derrière, peut-être que tu peux survivre, mais tu t'exposes quand même beaucoup. Mais si tu as un pressing, allez, on y va pas, ou en tout cas on le fait à moitié, ils vont te tuer. Donc soit tu vas aller chercher haut, soit tu les attends derrière. Dans les deux cas, tu vas être exposé. Parce que c'est une équipe qui est tellement forte offensivement, le Bayern. Donc le PSG, eux aussi, ils ont choisi d'aller les chercher haut. Ils ont fait ça. On a vu Hakimi se blesse d'ailleurs sur une action. Ils vont le chercher sur le poteau de corner. Malgré ça, je trouve qu'à certains moments du match, Luis Enrique a été beaucoup plus mature dans son approche que compagnie. Il a vu en fait que voilà 3-2 juste avant la mi-temps. Il sait que le Bayern, ils vont encore plus sortir pour aller chercher le Paris Saint-Germain parce que depuis le début du match, ils font que ça. Il dit quoi à ses joueurs? On recule le bloc un minimum, pas forcément un bloc bas, juste on recule le bloc un peu et puis on procède en contre. Et ça leur a permis en fait au final de gagner le match. Ça en fait, ce sont les détails de la Ligue des Champions. Ce sont des détails parce que au final, certes, le PSG n'aura pas forcément été au-dessus du Bayern, mais parce qu'ils ont su gérer leur momentum, ils ont gagné. C'est comme ça. Donc ça, c'est le plus haut niveau. Le Barça devrait s'en inspirer. Lorsque je regarde, moi, l'effectif du Barça, je fais le parallèle avec les deux effectifs. Naturellement, je vous l'ai dit tout à l'heure, les latéraux, va falloir faire quelque chose. Les défenseurs centraux, moi, j'ai confiance au Koubarsi. Je pense que je l'accompagne comme il faut. Même un Gérard Martin qui va continuer à progresser. Je m'inquiète pas trop par rapport à ça. Un Bastoni et tout qui vient les épauler, les guider. Mais devant, je suis désolé. Hein. Là, c'est là que la comparaison, elle fait mal. Le milieu, il n'y a rien à dire. Devant. C'est ça que je disais, devant, frère. Devant. Tu as Ferran Torres, Lewandowski, frère. Tu as Rashford qui te sort un bon match tous les
25 jours, je sais pas, tous les 30 jours. Donc, Devant, je suis désolé, tu peux pas en fait compter uniquement sur Lamine Yamal pour faire des différences. Surtout lorsqu'il y a des blessés, des absents. Tu regardes même la saison dernière, là on parle de l'Atlético Madrid. Contre l'Inter la saison dernière, Rafinha était là, Ferran Torres était là. Mais moi j'estime que malgré tout, dans les 2 matchs face à l'Inter, Lamine Yamal aurait été beaucoup trop seul, malgré la présence de Rafinha. Pourtant Rafinha, dans les gros matchs en règle générale, il est présent. Pourtant il marque au match aller, il marque au match retour. Mais est-ce que c'est ça vraiment qui aura vraiment pesé dans la balance? C'est le match de Lamine Yamal qui aura fait d'énormes différences. Mais il était beaucoup trop seul, malgré la présence de Rafinha. Rafinha, moi je pense que ça sera toujours un bon finisseur. Il est énorme, c'est l'un des patrons, si ce n'est le patron de l'attaque du Barça. Le jeu sans ballon, pressing, tout ça. Mais dans certains matchs, il peut ne pas être lui non plus à son top, ça peut arriver. Donc moi, c'est pour ça que je ne lui en veux pas dans le contenu qu'il n'ait pas été non plus exceptionnel face à l'Inter au match aller comme au match retour. Il aura néanmoins été décisif. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas en fait compter sur 2 mecs qui sont vraiment des patrons devant, des valeurs sûres, c'est-à-dire Rafinha et Lamine Yamal, et puis avoir un 3e mec qui est sur courant alternatif. moi, j'ai dit pourquoi pas prendre Rafinha et le mettre comment dirais-je, en position de 9, comme Dembélé. Hein. Pour moi, hein, c'est une solution. Hein. Il court, il a de l'énergie. Tu vas chercher un ailier gauche et tu mets Rafinha en 9. On va en parler de plus en plus. Hein. Pour moi, c'est une idée. C'est comme ça que le Paris Saint-Germain joue. Hein. Ils ont pris Lucho, il a comment dirais-je, il a repositionné Dembélé comme 9 qui fait des pressings, qui comment dirais-je, qui dirige le pressing. Donc pourquoi pas? C'est une solution. Hein. À chaque fois, parce que tu sais pas quel Ferran tu auras. Et Lewandowski aussi, l'âge au bout d'un an, deuxième partie de saison, c'était plus le même Lewandowski. Il se blessait pas mal, et puis il était moins lucide. Et lorsque tu fais le parallèle avec le Paris Saint-Germain et le Bayern, là encore, je suis désolé, tu regardes leurs 3 attaquants, il n'y a pas un en fait qui peut pas être autosuffisant. Il n'y a pas un qui peut pas aller te planter un but sur une action individuelle. Il n'y a pas un en fait qui peut pas semer le doute, créer du chaos dans la défense adverse. Et au Barça, tu as Lamine Yamal et Rafinha. Ça peut marcher dans pas mal de matchs, dans 80%. Même Rafinha aussi, il peut créer le chaos, mais Rafinha, il peut pas créer une différence par lui-même. Des fois, il peut, mais c'est pas sa signature, tu vois. Il peut faire des frappes de loin et tout ça, mais la plupart, lui, il attend les occasions, qu'on crée les occasions et et qu'il soit le finisseur. Tu vois, il peut faire, il peut se baser, il peut attendre les centres de Lamine Yamal et tout ça là, mais pour lui qu'il prenne le ballon et qu'il va tout seul, c'est compliqué. Des matchs, mais lorsque le niveau va s'élever dans les plus hautes vraiment sphères de la Ligue des Champions, je pense que ça va bloquer. Parce que il te suffira en fait que d'un match où le Rafinha il est pas dans son match, t'as même plus ce 3e larron là qui est capable d'élever son niveau pour aider par exemple les 2 autres. Moi je trouve que Doué par exemple, il fait pas un match exceptionnel, il fait certes des passes décisives, il est important dans le pressing, dans le replacement, dans tout ça, dans le jeu je veux dire basique, sommaire, mais je l'ai pas trouvé au même niveau que Dembélé et Kvara. Pour le coup, eux là, ces 2-là, ils ont fait de vraies différences et ça suffit. Donc si tu es capable d'avoir constamment 2 mecs et quand les 3 ils sont en même temps, ils sont au top, là ça peut créer d'énormes dégâts. Et là tu as Olysée de l'autre côté, tu as Luis Diaz et tu as Harry Kane. Les 3 ils ont fait un énorme match face au Paris Saint-Germain. Et ça là c'est ce qui nous manque, moi je pense. Et c'est pour ça que justement le débat sur Julian Alvarez Osimhen, peut-être qu'on fera une vidéo beaucoup plus détaillée pour parler de Julian Alvarez parce que la vidéo aussi elle serait beaucoup trop longue. Mais moi, ça me fume en fait lorsque je vois des gens ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'on cible un joueur comme Julian Alvarez. Pourquoi on cible un joueur de son profil. Oui, il a mis que 8 buts en Liga, c'est moins que Ferran Torres. Ok, si vous voulez parler que de statistiques, le mec, il a 10 buts en Ligue des Champions. You don't know what an AI work management platform is? Yikes. Here's 3 new AI-powered 10 buts avec l'Atlético Madrid. 10 buts, c'est plus que Ferran Torres et Lewandowski réunis dans une équipe comme l'Atlético Madrid. Il ne met que 3 pénaux. Hein. Ne vous fiez pas au fait qu'il ait marqué un pénau contre Arsenal. Il met que 3 pénaux.
Vous voyez la meilleure défense de la Ligue des Champions, je crois, Arsenal. La seule manière qu'ils ont d'exister en première période, l'Atlético Madrid, c'est qu'il faut en fait que Julian fasse une action inhumaine pour se sortir en fait de la forêt de jambes et armer sa frappe. C'est un joueur autosuffisant, c'est un joueur associatif, c'est un joueur en fait qui peut jouer à gauche, dans l'axe, qui peut dédoubler avec Rafinha constamment en fait. Moi, lorsque je vois Luis Diaz, le fait qu'il nous ait échappé, franchement, je vais plus me... Arteta, lui aussi, Arteta, il veut 4-5 attaquants. Tu as comment dirais-je, Gyökeres, tu as, je sais plus qui en attaque, et aussi tu veux Alvarez. Non, il faut nous laisser Alvarez, hein, Arteta. Va te contenter, va chercher un attaquant en Premier League, je ne sais pas qui, mais va chercher un autre attaquant et laisse-nous Alvarez. Fier en fait à la commu, aux avis de la commu. Il nous faut X, il nous faut Osimhen. Moi, je fais confiance au club. Les cibles là, je pense que Julian Alvarez, au-delà même du fait que le club le veuille, mais je regarde, mais ça fait sens. Ça fait sens. Mais encore une fois, c'est une vidéo pour un autre jour. Moi, j'estime juste que Rafinha, Julian Alvarez, Lamine Yamal, là, ça devient sérieux. Là, ça devient plus que sérieux. Cette attaque, frère. Non, encore une fois, on va pas se hyper pour... on va rêver de Julian Alvarez et on va avoir Sorloth ou Muriqi pour l'année prochaine. Mais si on obtient ce gars-là, comme Martial le dit, c'est une toute autre conversation. C'est pas la même conversation, personnellement. On a parlé de tactique, on a parlé de mental, de momentum, de football. Mais il y a une autre chose aussi qu'il faut mentionner, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais il s'agit tout simplement d'une chose dont le Barça n'a pas le contrôle. Ça, je suis désolé, c'est comme ça maintenant depuis 2 ans, beaucoup plus que 2 ans. Qu'est-ce que je raconte ? Beaucoup plus que 2 ans, c'est tout simplement l'arbitrage. Je suis désolé, si tu veux gagner la Ligue des Champions, tu peux pas en fait continuer à te faire voler chaque année. Et on peut retourner ça autant qu'on veut. Durant les dernières années, là, l'arbitrage, c'est juste n'importe quoi. Et pourquoi je vous ai parlé justement du match de l'Atlético Madrid pour vous dire que c'est une honte ce qui se passe avec le Barça. J'ai attendu en fait le match face avec l'Atlético Madrid-Arsenal, là. Mais le penalty que Arsenal a contre l'Atlético Madrid, le penalty dont il bénéficie, les règles, elles ont changé entre-temps ou il y a quelque chose qui s'est passé ? Je comprends pas. Est-ce qu'on peut m'expliquer ? Ah là, une poussette sur Gyökeres, c'est péno, mais une poussette sur Olmo, c'est pas péno. Ah bon, les règles ne sont plus les mêmes. Donc, faut qu'on m'explique, en fait, au bout d'un moment. Lorsqu'il y a la main, le penalty de l'Atlético Madrid, ça touche d'abord le corps du joueur d'Arsenal, Ben White, je crois, avant de toucher sa main. On me dit que c'est péno. Il y a le péno aussi du Paris Saint-Germain, lorsque ça touche d'abord le corps de Alphonso Davies avant de toucher sa main, on me dit que c'est péno. Mais sur le but refusé de Ferran Torres hors jeu en deuxième mi-temps contre l'Atlético Madrid, ça touche l'anglais. Je sais même pas si ça touche d'abord une partie de son corps, mais ça touche son bras dans la surface, ça dévie la trajectoire du ballon. Et à la VAR, il ne donne pas le péno, il refuse juste le but. Donc, au bout d'un moment, tu peux avoir toutes les tactiques du monde, toutes les stars, les individualités du monde. Si l'arbitrage décide de te la mettre à l'envers, il n'y a rien que tu puisses faire en fait pour aller gagner la Ligue des Champions. Je suis désolé. Quand on me dit, moi j'ai envie de m'arracher les cheveux quand j'entends « Oui, l'arbitrage ne veut pas avoir une incidence sur des matchs ». C'est totalement faux. Faux et archi faux. L'arbitrage a une importance majeure dans les matchs de football. Donc si là, vous me dites, après avoir regardé ces 2 matchs de Ligue des Champions-là, durant cette semaine, que le Barça ne se fait pas vraiment, je ne vais pas utiliser un terme vulgaire, face à l'arbitrage, ben, je ne sais plus quoi vous dire. Je sais plus quoi vous dire. Donc, on peut avoir tous les meilleurs joueurs du monde, tous les bons systèmes. Si l'arbitrage te la met à l'envers, en fait, il n'y a rien à faire. Donc, le truc important, le truc primordial à préciser après avoir dit tout ça, pour conclure tout ça, c'est que oui, c'est vrai que le Barça encaisse pas mal de buts. Le Barça, aujourd'hui, est une équipe imparfaite qui peut encore progresser dans pas mal d'aspects et doit progresser tactiquement, notamment Flick par rapport à son piège du hors-jeu qu'il utilise beaucoup moins. Mais la réalité, au final, peut-être c'est plus donner à cet homme en fait les moyens de ses ambitions. Vrai. Parce que moi, je comprends. C'est vrai. Parce que nous tous Barcelonais, on attend que Hansi Flick nous ramène dans les sommets.
qu'on était. Donc, on ne peut pas attendre de Hansi Flick qu'il nous ramène dans les sommets, qu'il nous ramène, comment dirais-je, dans les sommets de l'Europe, tu vois, et qu'on le donne des moyens de frère. Tu ne peux pas m'en donner, je ne sais pas, un petit, comment dirais-je, un tout petit peu d'argent et tu attends de moi que je t'achète une Mercedes ou une Lamborghini, frère, c'est pas possible. Oui, c'est le football, oui, on est basé sur la Masia, oui, il y a beaucoup de facteurs et tout ça là, mais frère, la Masia, oubliez l'époque Iniesta, Messi, frère, ça va arriver une fois dans 100 ans, frère. Tu vois, on a des bons joueurs, on a des comment dirais-je, pépites, on a des superstars comme Lamine Yamal et tout, mais l'époque de Messi Iniesta, c'était les planètes, les galaxies qui étaient réunies ensemble. Tu avais Busquets, Iniesta, Xavi, Fabregas, Messi. Frère, tu as presque 10 joueurs, 11 joueurs qui venaient de la Masia et qui étaient des superstars. Tu ne vas pas avoir la même chose en ce moment-là. C'est impossible. C'est pas possible. Tu vois, donc il faut que tu te renforces, il faut que tu amènes des renforts, il faut que tu prennes de l'argent et tu mets ça sur les mains d'Hansi Flick et dis le frère, tu veux nous ramener dans les sommets de l'Europe, dans les sommets du football mondial, prends, voilà, achète-toi les joueurs que tu veux, qui vont te faire ton pressing, qui vont te marquer des buts, et après, on va le juger. S'il ne ramène pas ce qu'on veut là-bas, on peut parler d'Hansi Flick. Mais frère, tu ne peux pas le donner des joueurs vieillissants, des joueurs en fin de contrat, des joueurs en prêt, des joueurs qui, je ne sais pas, qui aujourd'hui sont blessés. Demain, tu ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a, des joueurs qui, comment dirais-je, qui n'ont pas d'expérience, et tu le dis que frère, amène-moi la Liga, la Champions League, la Copa del Rey, frère, aussi, c'est trop. Tant mieux, en fait, où est-ce que Flick veut nous amener. Moi, je me suis toujours dit, en tout cas sur cette dernière saison-là, sur cette deuxième saison, que le style Flick, peut-être que c'est pas ce qu'il nous faut, mais peut-être c'est bien ce qu'il nous faut. Lorsque tu regardes les deux équipes qui sont aujourd'hui jugées comme les meilleures équipes du monde, peut-être justement que c'est le style Flick qu'il nous faut. Est-ce qu'il a les moyens pour l'appliquer? Je ne pense pas. Et c'est là-dessus, durant le mercato, que Laporta et Deco doivent l'aider à avoir ce qu'il veut. Ce qu'il veut, il l'aura mérité. Après ces 2 dernières saisons à bricoler avec des collégiens, à se retrouver dans le top 4 des meilleures équipes européennes, je suis désolé, le mec, après autant de temps, a ramené des titres nationaux comme ça, il mérite en fait qu'on lui donne en fait au moins, au minima, le même mercato que Xavi a eu en 2022. Minimum. Il y a d'ailleurs un dernier point de comparaison qu'on peut faire entre le Barça, le Paris Saint-Germain et le Bayern. Ce point-là, il concerne les supporters du Barça, mais aussi l'opinion publique en général, la vérité, parce que si on doit vraiment comparer ces 3 équipes-là, la sévérité des jugements que les gens ont vis-à-vis du Barça et de Flick doit aussi se faire en fonction des contextes de ces 3 équipes-là. Pourquoi? Parce que déjà, sur un plan financier, nous les supporters du Barça, la presse, les chroniqueurs, tout le monde, les journalistes sont ultra exigeants avec le Barça, comme je vous l'ai dit. Le Barça, lorsqu'ils font des matchs où ils encaissent, c'est pas parfait, c'est toujours, il y a un problème, le Barça, alors que ces gens-là, en règle générale, ils kiffent devant les matchs du Barça, ils prennent du plaisir. Donc, ça rabaisse beaucoup trop le Barça, je trouve, alors que lorsque tu fais le parallèle avec le Paris Saint-Germain et le Bayern, sur un plan financier, ces équipes-là dépensent infiniment plus que le Barça depuis l'arrivée de Flick. Sur les 2 dernières saisons, ce sont des équipes qui ont pas mal dépensé. Peut-être le Paris Saint-Germain a bâti son équipe sur beaucoup plus longtemps. Ça veut dire ça part de beaucoup plus longtemps. Ils peuvent se permettre, je veux dire, de balancer 100 millions sur Kolo Muani. Ah, ça marche pas. Allez, on prend Gonzalo Ramos, pardon. Ah, bah, ça marche pas sur le banc. Sans conséquence. Le Barça, là, je vois encore des gens me dire parfois dans les commentaires sur les réseaux, oh lolo, on est allé gaspiller 60 millions d'euros sur Olmo. Là, on en est arrivé au point, en fait, de se dire que 60 millions d'euros, c'est un montant de fou, en fait. 60 millions d'euros sur le marché actuel, ça ne veut juste rien dire pour les plus grands clubs d'Europe. C'est le minimum pour avoir un joueur de qualité. D'ailleurs, je trouve les jugements envers Olmo très durs dans la communauté. Parce que sur cette saison, s'il n'était pas là, lorsque Pedri s'était blessé, il jouait à un poste beaucoup plus reculé. Il s'est rarement blessé cette saison. Je trouve que voilà, il rend de très bons services. Et même quand Olmo était revenu, quand Pedri s'est blessé, il est revenu.
Jusqu'à présent, Pedri avait un niveau un peu en dessous. C'était Olmo qui faisait des défenses. Hein. C'était Olmo qui avait élevé son niveau de jeu avec Lamine Yamal et avec Gavi. Aussi, le retour de Gavi nous a fait beaucoup de bien. Mais c'était Olmo, hein, n'oublions pas. On gagne 2 Ligas où il est un protagoniste très important, donc facile de cracher sur les joueurs du Barça encore une fois s'ils ne font pas des masterclass tous les jours en Ligue des Champions. Ça peut arriver que des joueurs ne performent pas, c'est comme ça. Maintenant, est-ce qu'on peut en attendre plus? Naturellement. Maintenant, lorsque je fais encore une fois le parallèle financier entre le Barça, le Paris Saint-Germain, le Bayern, des équipes qui dépensent sur le marché des transferts, alors que le Barça, t'es champion en titre, tu fais un triplé national, tu ne dépenses que 27 millions d'euros durant le mercato. Frère, Newcastle a dépensé 278 millions. Frère, c'est fou, hein. Frère, Newcastle, 278 millions, frère. Dernier. Vous voyez un peu la folie, le niveau d'exigence qu'on a, la sévérité qu'on a vis-à-vis de Flick comparé à Luis Enrique et compagnie. Ça, c'est ce qui concerne uniquement les finances. Mais derrière, on parle du Paris Saint-Germain, du Bayern Munich. Est-ce qu'on peut parler aussi du fait que ces trois équipes-là ne jouent pas dans les mêmes championnats? Pas du tout dans les mêmes contextes. Là où le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich jouent un championnat déjà avec des équipes en moins, donc moins de journées de championnat, ils peuvent se permettre de gagner leur championnat les mains dans les poches. En marchant en fait. Ils peuvent faire une première partie de saison dégueulasse. La concurrence ne sera jamais, en règle générale en tout cas, assez forte pour les titiller, pour les pousser dans leur dernier retranchement. Et encore pire, tu vois qu'en Ligue 1, le Paris Saint-Germain, malgré ça, la Ligue 1 leur donne des jours de repos avant des matchs retour, par exemple, de Ligue des Champions ou des matchs allés. Play solo, after work, at your own pace, no stress. Est-ce que vous imaginez Tebas faire ça pour le Barça, dans un championnat infiniment plus relevé? Parce que là, tu ne peux pas te permettre en fait de regarder le Real Madrid, l'Atlético Madrid, chaque 3-4 jours te dire je vais faire tourner pour préparer la Ligue des Champions parce que tu risques de perdre la Liga. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est la réalité du Barça. Je me suis amusé à aller voir les minutes jouées par les joueurs du PSG justement en Ligue 1 cette saison. Gvara n'a joué que 1300 minutes. 1324 minutes pour être plus précis. Dembélé, encore plus bas. Désiré Doué, pareil. Barcola, pareil. 1500 minutes. Tu fais le parallèle avec les joueurs du Barça, c'est juste n'importe quoi. Tu as Koubarsi, qui est ton défenseur central, qui a 2400 minutes. Eric Garcia, c'est des défenseurs. Joan Garcia, c'est un gardien. Lamine Yamal, qui a 2270 minutes. La seule raison pour laquelle Rafinha n'est même pas là, c'est parce qu'il a été blessé une grande partie de la saison, en fait. Et malgré ces minutes-là, qu'on est en train de voir, Lamine Yamal, il a été blessé aussi en début de saison, il a raté pas mal de matchs en début de saison. Donc, on peut être dur vis-à-vis de Flick, on peut lui en vouloir sur pas mal de choses. La vérité, la réalité, c'est que si tu veux être vraiment compétitif au mois d'avril, au mois de mai en Ligue des Champions, regarder ces mastodontes-là dans les yeux, et même être meilleur qu'eux, tu dois donner à Flick, en fait, l'équivalent d'une équipe de Manchester City, par exemple, en termes de qualité, de profondeur. C'est-à-dire, il peut aligner, en fait, deux équipes compétitives. Une équipe qui peut faire souffler les titulaires en Liga, tout en étant compétitif. Parce que le Paris Saint-Germain, malgré le fait qu'ils aient une grande équipe, un 11 de fou, ben, ils ont des remplaçants, en fait, qui leur permettent de faire reposer les Dembélé. En fait, ils peuvent se permettre de passer toute une première partie de saison à ne rien faire en Ligue 1, et puis arriver en avril-mai tout frais, en fait. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Donc ouais, ce n'est pas forcément équitable lorsque tu regardes le traitement des championnats à la Liga, à la Ligue 1, comment leurs dirigeants, je veux dire, essayent d'accommoder leurs équipes pour qu'elles soient encore plus performantes en Ligue des Champions, elles arrivent plus fraîches. Moi, je me rappelle que la Liga a même poussé une journée de Liga en avance alors que les joueurs du Barça étaient encore en trêve internationale. Je pense que c'était un match contre Osasuna la saison passée, alors que les Rafinha étaient encore dans l'avion. La Liga, ils ont refusé en fait de décaler le match du Barça. Non, donc fallait donc revenir de trêve internationale, enchaîner la Liga, enchaîner direct avec la Ligue des Champions, et puis derrière, c'était un enchaînement de fou en fait. Tes joueurs, ils étaient totalement cramés. Le Barça qui joue des finales de Supercopa, prolongation de Copa face au Real Madrid, prolongation, et puis t'enchaînes l'Inter. Ah, ici, Tebas, il accommode personne. La fédération, elle n'accommode personne. Vous allez jouer en fait. Et en première ligue, c'est pareil. Il n'y a pas de place pour le repos. On essaye de vous garder une journée off pour que vous puissiez être frais en Ligue des Champions. Non.
Donc ça aussi, peut-être que les instances devraient commencer à jeter un œil dessus, parce que pour l'équité, la compétitivité, je trouve que ouais, il y a des équipes en fait qui sont beaucoup plus avantagées que d'autres par rapport à leur championnat en fait. Mais bon, le Barça doit se battre avec ses moyens, et comme je l'ai dit, la balle est dans le camp de la direction et de Deco et de Laporta. Voilà, donc dites-moi vous, qu'est-ce que vous en avez pensé les amis? Est-ce que ce style de vidéo-là vous plaît? Ça se peut qu'on fasse les débriefs des matchs retour. Vous me direz si vous le désirez ou pas. Ça créera encore plus de contenu dans la chaîne. Peut-être ça m'aidera aussi à me diversifier, à parler d'autres choses que du Barça. Mais toujours, moi, il y aura toujours un parallèle avec le Barça. Donc voilà, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous. À plus tard. Donc voilà, c'était la vidéo de Massiane. Vidéo très très pertinente. Qui comparait le Barça avec les équipes, les grosses équipes comme le PSG, le Bayern de Munich. Donc, j'ai kiffé la vidéo. Comme il dit, on n'a pas les moyens. On n'a pas, je ne vais pas dire on n'a pas les moyens, mais on n'a pas le même effectif. Donc, en ce moment-là, Flick, il veut nous amener dans, comment dirais-je, dans le comme gratin européen, mais on n'a pas, comment dirais-je, on n'a pas l'effectif, on n'a pas les joueurs, on n'a pas. Oui, tactiquement, Flick, il est fort. Tactiquement, je crois pas. Pour moi, il est top 2, comment dirais-je, européen. Tu peux me dire compagnie, tu peux me dire frère, prends la même équipe du Bayern et tu le donnes à Flick et tu vas voir qu'est-ce qu'il va faire de cette équipe-là. Donc voilà, c'est ça. Mais on n'a pas, comme Massiane l'a dit, Laporta, Deco, c'est votre moment. Ramenez-nous des joueurs qui peuvent nous faire gagner. Ramenez-nous, tu ne peux pas amener Flick et lui dire que de faire des miracles. Il a fait des miracles 2 ans. L'année passée, il t'a amené 3 coupes et il t'a donné il t'a amené jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions. Cette année-ci, il t'a amené 2 coupes. Attendons, c'est pas encore fini, même si on a 11 points d'écart, mais il t'a donné la Super Coupe d'Espagne et il est en route pour te donner la Liga. Donc, il a mérité son mercato. Donnez ce gars-là les joueurs qu'il mérite pour qu'il puisse enfin nous ramener dans les sommets du football européen. Donc voilà, c'était ma réaction de la vidéo de Messiane. So, comme je vous l'avais dit dans l'intro, j'aime comment dirais-je, suivre les vidéos de Messiane, très pertinent. En même temps, il a toujours cette nuance-là. Il donne ses propres analyses. Et après, il est ouvert, il est toujours ouvert à des conversations, à des discussions via ses, comment dirais-je, via ses réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Twitter, X. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, de liker ma vidéo. On va continuer à faire d'autres vidéos. Cette vidéo a pris un peu de temps, mais c'était une très bonne vidéo, très intéressante. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.